Depuis quelques jours, je me réveille chaque matin en me demandant dans quel pays je suis, tellement le débat public tourne désormais autour de discours fascisants, d'un racisme décomplexé et de la spirale sécuritaire. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France que de voir qu'après une semaine où Nahel a été tué par un policier, c'est la cagnotte concoctée par Jean Messia, un proche de Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour, qui culmine à 1,6 million d'euros, ce qui est absolument énorme pour le policier. Et nous sommes dans un débat public préempté par Bardella et les siens, lui qui a immédiatement pointé la responsabilité de l'immigration dans les émeutes que nous connaissons, ou alors le discours d'une droite républicaine qui emboîte le poids, parfois même encore plus fortement. Il n'y a qu'à voir les propos de Bruno Retailleau, qui vont dans le sillage de ce qu'ont dit les syndicats, un certain nombre de syndicats de policiers qui parlent de guerre à mener contre des nuisibles. Et Bruno Retailleau nous disant qu'il s'agit d'une régression vers les origines ethniques des ensauvagés. Éric Ciotti, évidemment, nous fait toute une série de propositions comme la suppression des allocations familiales pour les parents des jeunes délinquants. Bref, on a vraiment un climat qui est un climat insupportable et qui est aussi alimenté par toute une série de fausses informations, de fake news, comme on dit. Je pense à Geoffroy Roux de Béziers qui, sur France Inter, nous explique qu'en Seine-Saint-Denis, le premier employeur, ce sont les dealers et non pas le département, ce qui est la réalité. C'est le département Seine-Saint-Denis qui est le premier employeur. Donc, c'est-à-dire qu'on raconte n'importe quoi en qualifiant la situation, en mettant des mots sur la situation qui ne correspondent pas à la réalité et qui apportent des réponses qui vont nourrir une logique de guerre et non pas une logique de paix. Et c'est ça le problème majeur devant lequel nous sommes. Et aussi une permutation historique, j'ai envie de dire, des termes politiques, puisque ça n'est plus l'extrême droite qui est hors champ républicain, mais la France insoumise que même le gouvernement, à commencer par Elisabeth Borne, on l'a vu aux questions d'actualité, eh bien c'est la France insoumise qui est pointée comme étant hors champ républicain. Ça fait 70 ans que normalement c'est l'extrême droite qui est hors champ républicain et tout le reste qui fait front face à l'extrême droite. Et là, on a vu l'extrême droite dans l'hémicycle se lever avec la Macronie pour applaudir l'idée d'Elisabeth Borne que la France insoumise ne serait pas dans le camp républicain. Donc je pense que cette situation est tout à fait inédite et qu'il faut prendre la mesure, en prendre la mesure. Ça ne date pas de la situation actuelle, depuis la mort de Nahel et des émeutes. C'est antérieur, on l'a vu déjà au moment du soulèvement de la Terre, où là aussi il s'agissait des écofascistes, c'est-à-dire que le fascisme devenait dans le camp de ceux qui défendent le progrès, de ceux qui défendent les valeurs républicaine profonde, parce que défendre la République, c'est défendre la promesse de liberté, d'égalité et de fraternité. Et quand on tire ce fil, on a là l'épure des solutions qui pourraient permettre le calme, qui pourraient permettre d'apaiser la situation, c'est-à-dire en fait d'opposer à une logique de guerre la logique de paix. Et c'est pour ça que je suis très très inquiète, c'est qu'à partir du moment où évidemment on a un changement des normes dans notre pays, y compris porté au plus haut sommet de l'État, le pire est potentiellement devant nous. L'idée est de pacifier. Et pour pacifier, il faut comprendre. Je pense que le temps, normalement, devrait être révolu à cette phrase de Manuel Valls qui disait « comprendre, c'est déjà excuser ». Voilà. Ça, c'est pas possible. Comprendre, c'est se donner les moyens de résoudre en profondeur les problèmes et non pas de mettre la poussière sous le tapis. C'est ça le sujet. Or, comme le disait Martin Luther King, les émeutes, c'est le langage de ceux qui n'en ont pas. Et donc, qu'est-ce qui se trame derrière ça? Comment est-ce possible que des adolescents, des jeunes de 12, 13, 14 ans se retrouvent dans la rue et incendient tout ce qu'il y a autour d'eux? Avec un sentiment de tristesse immense laissé auprès de la population. Moi, je l'ai vu en allant à Sevran, Villepinte et Tremblay tous les derniers jours qui ont précédé, au moment des émeutes. Ce qui dominait, c'était à la fois une compréhension des raisons de la révolte, parce qu'il y en a marre des violences policières, parce qu'il y en a marre d'être maltraités dans les quartiers populaires. Donc ces raisons-là,
on les voit, et en même temps une grande tristesse de ce choix d'un mode d'expression qui est destructeur, parce que la violence est une impasse et elle ne peut pas apporter des solutions dans notre pays. Et donc c'est aux responsables politiques, au sommet de l'État, de bien comprendre ce qui se passe. Et là, on a un problème, c'est qu'on a un gouvernement qui s'enferre dans la mise au pas, sans prendre le temps de cette compréhension, et qui affirme du mépris, de la violence et du non-respect de l'état de droit lui-même, puisque nous voyons que dans les comparutions immédiates, c'est des peines qui sont totalement disproportionnées. Or, comment faire respecter la logique, l'état de droit, les principes républicains, quand l'État lui-même ne les respecte pas? Et là, je prenais quelques exemples, on regardait sur les comparutions immédiates, c'est assez effrayant ce qu'on peut y lire. Est-ce que je les retrouve dans mes notes? Elles sont là. On a un homme de 58 ans qui a écopé de 1 an ferme pour avoir ramassé des objets volés au sol 3 heures après des pillages. On a un étudiant malien à Aix qui a pris 10 mois de prison ferme pour avoir volé 2 pantalons d'Hugo Boss. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne évidemment pas rond. Et donc ça, c'est la réponse au sommet de l'État. Aujourd'hui, on n'en est pas très étonné parce que c'est le registre dans lequel se retrouve la Macronie depuis un moment. Et si des jeunes d'ailleurs prennent des expressions qui sont des expressions antidémocratiques au possible, c'est aussi que tous les biais démocratiques ont été patiemment piétinés, maltraités. Et d'ailleurs, c'est très compliqué pour le gouvernement de faire la leçon, de dire voilà comment il faudrait faire en démocratie, quand on sait que dans notre pays, manifester en nombre, on n'est pas écouté, quand les syndicats donnent leur point de vue, il est piétiné, sur les retraites, même l'Assemblée nationale n'a pas pu voter, et ensuite on se dit mais comment faire? On n'est pas écouté là-haut. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes disent là dans la séquence, finalement, ces images de feu, c'est le seul moyen qu'on parle de nous. C'est le seul moyen qu'on parle de nous et d'être entendu. Et là, on arrive à un des cœurs du problème. Cœur du problème sur les violences policières, invisibilisées pendant tant de temps, et d'ailleurs y compris à gauche. En 2005, moi je me souviens, pour Zied et Bouna, même la gauche était au mieux timide, ne disait rien, appelait à ce que tout ça cesse. On comprend, tout le monde appelle à ce que tout ça cesse, mais uniquement sur le registre de la répression, sans essayer de dire, d'exprimer en fait le contenu de cette rage et les raisons de cette colère. Et donc comment trouver des solutions durables pour changer la situation? Ça, c'est à mon avis le rôle de la gauche. Et à ce moment-là, elle était aux abonnés absentes en 2005. Dans la situation actuelle, c'est mieux. Je pense que la gauche est davantage au rendez-vous, au sens où elle essaie de dire qu'il y a des solutions au long cours à apporter, et nous les avons, nous les connaissons. Il faut une police républicaine. Et donc, il faut une refonte de la police qui dysfonctionne aujourd'hui parce qu'il y a du racisme qui conduit à des comportements qui sont des comportements anti-républicains, parce qu'il y a des violences qui restent impunies, qu'il n'est pas possible que l'IGPN continue d'agir comme elle le fait, c'est-à-dire en fait tout simplement que la police contrôle la police. Ça c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Moi j'ai en tête là un jeune avec lequel je parlais samedi à Sevran qui me racontait qu'il avait été attrapé par les policiers pour avoir ricané alors qu'un autre jeune balançait un ballon dans la tête d'un policier. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans le fourgon, ils lui ont mis la chaussure sur la tête, il a eu 5 points de suture et il a fait de la garde à vue, qui est une forme de garde à vue abusive. Si j'écoute ce qu'il me dit et que je le crois, je lui dis mais pourquoi ne pas aller porter plainte? Et il me dit ah bon, aller porter plainte au commissariat de police. Et on voit bien que là il y a un problème. Donc il faut objectiver ces violences, il faut changer la doctrine de la police qui aujourd'hui est dans une logique d'escalade et non pas dans une logique de désescalade de la violence. Et il faut en finir, donc, comme je le disais, avec l'IGPN et former les policiers en conséquence de cette nouvelle doctrine. Quand on voit qu'en Allemagne, où ils ont une toute autre doctrine, il y a eu seulement 1 mort en 10 ans, alors que nous, comme vous le savez, on l'a beaucoup lu, mais c'est 22 morts l'année dernière et depuis la loi de 2017 qu'il faut abolir, évidemment abolir, cette loi qui permet davantage de recourir à l'arme à feu dans le cas des refus d'obtempérer comme dans d'autres cas, mais en tout cas de recourir davantage à l'arme à feu. Il faut finir avec ça parce que c'est ce qui aboutit à cette utilisation et donc ce sont bien les donneurs d'ordre qui sont avant tout en cause et les lois qui sont les lois sécuritaires qui s'empilent et qui, au lieu d'apaiser la situation, l'aggravent. Donc ça ne marche pas et je pense qu'on devrait regarder du côté de l'Allemagne pour s'inspirer un peu de comment il faudrait faire. Donc je viens sur les sources du problème, c'est-à-dire qu'il faut les régler. Donc
refondre une police républicaine est proposée par l'ensemble d'ailleurs des forces de gauche aujourd'hui, par la NUPES, et ça c'est une voie qui est une voie de nature à apaiser, comme le récépissé du contrôle au faciès, voire même peut-être la suppression de ces contrôles d'identité à répétition, parce qu'ils sont source aussi de tensions entre la population et la police. Mais je crois qu'avec ces émeutes, il faut aussi qu'on s'interroge sur la vie dans les quartiers populaires et sur l'échec de ce qu'on appelle les politiques de la ville. Il faut savoir qu'on accorde 4 fois moins de moyens aux quartiers dits politiques de la ville. Et donc en fait, depuis la mort de Ziad Ebouna, qui avait justement mis en avant ce problème dans les quartiers populaires, eh ben, en réalité, on n'a pas agi. On n'a pas agi correctement, et même le plan Borloo, sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, il a été mis à la poubelle. Le rapport dit Cornu-Gentil, qui était un rapport qui disait qu'en Seine-Saint-Denis, on dépensait moins d'argent que dans tous les autres départements, indépendamment de la situation sociale de ses habitants. Pareil, eh ben, il y a eu quelques petites rustines, mais globalement, il n'y a pas eu de changement structurel. Et donc, il faut s'attaquer en profondeur à ces problèmes. Alors, je sais que c'est difficile avec un président de la République qui est totalement hors sol, qui semble avoir découvert les quartiers populaires en voyant le film Les Misérables de Ladjili il y a quelques années. Bon, ça a été une séquence émotion et de communication qui a dû durer 24 heures, mais pour le reste, il n'y a strictement rien. Et d'ailleurs, pour mesurer à quel point il est dans une autre sphère, dans un autre monde, c'est qu'au deuxième jour des émeutes, il était au concert d'Elton John, ce qui est quand même assez sidérant pour un président de la République dans une situation pareille où son pays est à feu et à sang. Mais donc pour arriver à apporter des solutions, c'est pas simplement investir, comme on dit classiquement, il faut investir dans les quartiers. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que la politique de l'ANRU, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ripolliné les immeubles. Alors moi, je trouve que c'est toujours mieux quand il y a un coup de peinture et que l'aire de jeu ressemble à quelque chose que quand c'est vraiment une situation où même physiquement l'espace est dévasté. Néanmoins, ça ne change pas la situation des populations qui sont à l'intérieur. Et donc c'est sur ça qu'il faut qu'on arrive à peser. C'est ça le cœur, c'est pas investir, c'est faire vivre l'égalité et casser les ghettos de riches pour casser les ghettos de pauvres. Ça, c'est la condition sine qua non. Or, on sait qu'on a aujourd'hui des maires délinquants. Ils sont délinquants parce qu'ils ne respectent pas la loi SRU qui vise à 25% de logement social dans toutes les communes. Et ces maires, on sait où ils sont en PACA, ils sont en Hauts-de-Seine. Et donc ceux qui continuent à construire du logement social et à accueillir les populations les plus pauvres, les plus défavorisées, eh bien ce sont toujours les mêmes. Et donc évidemment, on concentre les difficultés, on concentre la misère et on arrive à des situations qui sont des situations de tension et où ça ne tient pas, où l'école ne peut pas tenir sa promesse d'égalité. Enfin bon, je vous passe tous les détails, mais vous voyez bien, les conséquences enchaînent, y compris de villes qui ont moins de personnes qui contribuent à l'impôt, donc moins de moyens, donc des villes dans lesquelles les populations sont plus pauvres, mais avec des villes qui sont elles-mêmes plus pauvres. Et cet objectif de casser les ghettos de riches pour casser les ghettos de pauvres, il n'est pas à horizon immense. Il faut 2 ans et demi pour construire un immeuble. Donc en fait, on pourrait se dire que si on était volontariste, en 10 ans, on est capable de changer la physionomie en fait, de nos villes et de répondre véritablement aux enjeux de fond tels qu'ils sont posés, à condition que cette politique-là s'accompagne d'une lutte contre les inégalités sociales. Parce que ce n'est pas simplement les inégalités entre les territoires qu'il faut résorber, c'est les inégalités tout court. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas simplement on va mettre un peu de riches avec des pauvres et puis le problème va être réglé. C'est qu'il faut aussi réduire l'écart évidemment entre les riches et les pauvres. Et ça, c'est des politiques sociales qui passent par la hausse des salaires et des minima sociaux, qui passent par la taxation du capital, qui passent par une réforme de la fiscalité. Bref, je ne fais pas la liste, mais il faut tenir les 2 jambes de l'égalité sociale et territoriale. Et ça, cet enjeu-là, pour l'instant, il est mis de côté. Il est mis de côté parce que ce qui domine dans le débat, c'est la stigmatisation des populations de ces quartiers qui sont vécus comme des barbares qui seraient en dehors de la République. Or, ce n'est pas qu'on a des territoires perdus de la République, c'est que la République a abandonné ces territoires. Et donc, c'est à ça qu'il faut qu'on soit capable de répondre. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce qui est en train de se passer est édifiant, puisqu'en réalité, les propositions communes à la NUPES, à tous les partenaires de la NUPES, qui visent justement à avoir des réponses en termes de justice, de refonte de la police, de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, qui sont celles qui peuvent permettre non pas simplement que ça se calme là, c'est-à-dire qu'en fait, on envoie les chars, on tire dans tous les sens, on fait des peines exemplaires et donc ça se calme.
Ça se calme, mais ça n'a pas résolu les problèmes de fond qui font que les émeutes aujourd'hui sont plus importantes que celles de 2005 et que les formes d'expression sont de plus en plus du côté de la violence que du côté de la démocratie. Et pour y répondre, il faut plus de démocratie et il faut plus de justice. Et dans le moment de confrontation et de tension extrême dans le pays, avec ce dont je parlais au début, c'est-à-dire de cette espèce d'ambiance fascisante, je pense qu'une des urgences, c'est pas de s'empailler à l'intérieur de la NUPES sur calme, pas calme, qui sont les termes du débat de nos opposants politiques, de nos adversaires politiques. Nous ne voulons pas de la violence, nous voulons que la situation s'apaise. Les populations des quartiers populaires sont les premières à subir les dégradations, donc évidemment, il faut que ça cesse, et c'est du côté des solutions que nous devons montrer notre union et faire front devant cette vague fascisante qui ne doit pas tout emporter et que nous devons impérativement contrer. Je pense que c'est possible parce que à la fois c'est dangereux la situation dans laquelle on est, mais je n'oublie pas qu'après 1934, il y a eu 1936.